Bonjour à tous, merci de votre fidélité à notre antenne. Le monde en 7, c'est l'heure. Nous irons au Nigeria, Sénégal, Vatican et nous reviendrons au Togo pour évoquer l'actualité politique au pays et parler particulièrement de la C14. Et pour évoquer tous ces sujets sur ce plateau, nous avons deux invités. Le premier, Yves-Claude Missiamé. Il est économiste de formation, consultant en relations publiques et communication, et conseil politique et économique du président de la CPP Convergence patriotique panafricaine. Bonjour et merci d'être là. Bonjour et merci aussi pour l'invitation. Vous allez bien, j'espère, au sein de la CPP La CPP se porte très bien. Super bien. Le deuxième invité sur le plateau, Spero Maolé, il est le PCA, bien sûr, de Kassi Togo. Spero, bonjour. Bonjour, Mathieu. Vous allez bien? Grâce à Dieu, je vais bien. Ça fait 2 jours. Oui, on est là. Alors, nous allons évoquer le premier sujet, Nigeria et Sénégal présidentiel. Les sortants ont le vent en poupe. Quand on parle aujourd'hui des élections présidentielles dans la sous-région, Monsieur Missiamé, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement de ces deux pays-là qui ont voté ces derniers jours? On peut dire beaucoup de choses. D'abord, je commencerai par le Nigeria, où on a failli, où on a soupçonné un couac en gestation avec le changement à la tête de la Cour suprême, je crois. Oui. Et heureusement que les choses sont rentrées après les contradictions des uns et des autres. Les choses sont rentrées dans l'ordre, on peut dire. Et aussi, le report, comment dirais-je, à la hussarde. Le report à la hussarde des élections à quelques heures de l'ouverture des bureaux. Personnellement, ces deux événements m'ont un peu troublé. Mais le secret réside en le Nigeria lui-même. Après tout cela, en moins d'une semaine, on a pu régler les problèmes soulevés et on s'est présenté devant les électeurs qui ont voté. Les résultats ont été publiés et pour l'heure, je ne crois pas avoir enregistré tellement de contestations fortes. Il y a eu un rejet de la part de M. Aboubakar, mais la contestation par rapport à ce qu'on connaît ailleurs ne s'est pas produite. Maintenant, le deuxième volet de votre question, c'est-à-dire le Sénégal, oui. C'est à dessein que ces deux pays arrivent en même temps, si je puis dire. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est avec le Bénin et le Ghana, les 4 pays de la sous-région qui sont quelque part un exemple du chemin que nous sommes en train de parcourir, c'est-à-dire le chemin de la démocratie. Oui. Et au Sénégal, presque pareil, les choses se sont, pour moi, globalement bien passées, à part que l'on doit déplorer des morts pendant la campagne, des bagarres isolées ici et là, mais après tout cela aussi, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le vote a eu lieu, le dépouillement a eu lieu, les résultats sont donnés. Maintenant, ce que je constate au Sénégal, par rapport à ce que nous vivons chez nous, c'est que on conteste les résultats, mais on décide, je ne sais pas si c'est pour sauvegarder la paix civile, on décide de ne pas introduire de recours. On va y revenir dans un instant. Très bien. Je passe la parole à Spero Maolé. Vous êtes bien sûr un homme de droit, vous travaillez pour la défense des droits de l'homme. Si vous êtes demandé aujourd'hui d'apprécier ces deux scrutins-là, on parle du Nigeria d'abord. Quel est votre commentaire que vous faites de cette élection au Nigeria? Je préfère plutôt parler des deux. Des deux à la fois. Parce que pour moi, les deux, c'est tout simplement l'illustration que nos pays africains n'ont pas encore bien cerné
le contour des joutes électorales. Qu'il y a toujours trop de balbutiements, il y a toujours trop de tentatives de conserver le pouvoir à tout prix, qui fait que les uns et les autres, par tous les moyens, essaient de piper le jeu avant les élections. Prenez le Sénégal, où des acteurs majeurs qui auraient pu aller à cette élection-là et auraient donné l'image d'une consultation réelle pour le pays, qui ont été ou mis en prison ou écartés. Vous prenez le Nigeria, où à un moment donné, on a senti que les challengers réels, c'est comme s'ils ont compris qu'ils n'ont pas intérêt à aller et qu'ils se sont retirés, etc. Donc ça montre que pour le moment, l'Afrique n'a pas encore bien cerné la notion de consultation électorale. Et donc nous sommes en cheminement. Mais ce cheminement, je pense que ça met trop de temps. Que mettons justement dans la consultation électorale? Chaque pays est libre et souverain d'organiser les élections selon les tests qui sont bien sûr... Mais il faut offrir à la population les gouvernants les plus opportuns, les gouvernants les plus adaptés. Il ne faut pas s'imposer à la population en disant que vous m'avez quand même élu, donc c'est moi. Est-ce qu'au fond, la grande majorité aurait voulu vous élire si les choses s'étaient passées correctement? Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde, si je dois sérieux, tout le monde crie ce que Macky Sall a fait pour l'économie, les grands travaux. C'est vrai que pour Bouhari, on clame la sécurité qui a commencé par arriver, son petit travail qui a été fait pour reconsolider la fédération, c'est vrai. Mais ça ne signifie pas forcément que la population n'aurait pas préféré que telle ou telle autre personne arrive. D'autres au pouvoir. Voilà. Et donc, en mettant les gens en prison, en rejetant les candidatures sur des calculs politiciens, on prive la population de dirigeants opportuns. Et ça, c'est vraiment dommage. L'Afrique doit pouvoir laisser ouvert le jeu. C'est pour ça que je crois qu'à court terme, on doit pouvoir essayer de voir dans quelle mesure pas intégrer complètement le système américain, mais faire en sorte que celui qui va être candidat doit avoir déjà fait une petite élection quelque part, comme ça s'est fait la dernière fois en France, où il y a eu des primaires pour la première fois. Commencez par faire des primaires pour voir émerger véritablement des dirigeants qui seront acceptés par et complètement proposés par une population qui les porte, au lieu de laisser le choix tout simplement à une commission qui va pouvoir invalider des candidatures, ou à des présidents qui décident que telle personne a fait telle chose et puis on l'envoie en prison juste avec des jeux juridiques. Je pense que l'Afrique gagnerait beaucoup pour avoir des dirigeants les plus crédibles possibles. Alors, M. Missiam, vous l'avez dit tantôt qu'au Sénégal, on peut parler de quelques ratés rares, voilà. Mais si on essaie d'analyser un peu le contexte qui a prévalu avant les élections au Sénégal, est-ce qu'on peut dire que tout est clean, tout est propre à ce niveau? Non, rien n'est parfait. N'oubliez pas que l'œuvre humaine a toujours été imparfaite. Rien. Vous l'appréciez en tant qu'homme politique, hein? Qui? Vous? Puisque vous êtes conseiller politique. Je l'apprécie en tant qu'homme politique. Oui. Et en tant qu'homme politique, ce que je fais aujourd'hui n'est pas immuable. Demain, quelqu'un d'autre peut le changer. Et c'est tout à fait normal. Mais ce à quoi je voudrais attirer l'attention par rapport à ce que disait Spero, c'est vrai que c'est gênant, ça titille un peu l'intellect, de voir en un temps record Karim Wade, en prison, ensuite libéré et sorti hors du pays. Khalifa Sall, qui a suivi ou qui est sur le même chemin, alors que c'est les deux qui sont les vrais challengers. Mais, honnêtement, disons-nous la vérité. Est-ce que parce qu'on est bon challenger, qu'on a les moyens de battre le président, qu'on a aussi le droit de se mettre dans les bras de la justice? Il faut se poser la question. Qu'est-ce que vous dites par là? Je veux dire par là que je prends le cas de Karim Wade,
qui a été reconnu dans les faits qu'on lui a reprochés, qui a été jugé, condamné, à partir de ce moment-là, à la limite, je dirais, qui s'est mis, il a donné la possibilité à son contradicteur de lui taper dessus. Il lui a donné l'arme par laquelle l'autre a la facilité de lui tomber dessus. Si cela n'avait pas été le cas, je serais aujourd'hui de ceux-là qui diront que les élections ont été biaisées. C'est pareil pour Khalifa Sall. Je dis Khalifa Sall. Oui, c'est pareil pour lui. Lui aussi, en tant que maire, la justice a des choses à lui reprocher. C'est à lui d'apporter la contradiction. C'est à lui et à ses conseils d'apporter la contradiction. Si cela n'est pas fait, ça veut dire que quelque part, il y aurait des soupçons de preuves qui le condamnent. D'accord? Donc, je ne peux pas... c'est vrai que ça me gêne parce que c'est les deux challengers principaux qui ont du répondant ou qui peuvent avoir du répondant face au président actuel. Mais j'ai l'impression de dire, parce que je le pense, qu'ils se sont laissés doucement entraîner dans une histoire qui leur a coûté cher. Je veux bien, mais ce n'est pas parce qu'on est homme politique, parce qu'on est président de l'Assemblée ou je ne sais quoi, ou ministre ou je ne sais quoi, que tout est permis. Nous sommes en train de combattre pour que la gouvernance s'instaure dans nos pays, la bonne gouvernance s'instaure dans nos pays. Alors, doit-on fermer les yeux sur ces manquements-là? Je ne le crois pas. Pourquoi c'est à quelques jours, quelques mois de ces élections-là qu'on fait surgir des dossiers? Non, Karim Wade, ça fait des années. Karim Wade, ça doit faire au moins 2 voire 3 ans. Il n'est plus vraiment en odeur de sainteté avec son mentor Wade. Oui. Et puis par après, on fait sortir des dossiers. Ça porte quand même... Le jeu est éminemment politique. Alors là, le droit n'est plus dit à ce niveau-là. Le droit est dit. Mais le droit s'est appuyé quelque part sur la politique. Le droit est dit. Si le droit n'est pas dit, Karim Wade a la possibilité de saisir la cour de la CEDEAO Alors, pour se faire dire justice. Il peut saisir la cour de la Haye. Ça n'a pas été fait à ma connaissance. Alors, je voudrais vous écouter, vous, en tant qu'homme de droit. Ça me fait plaisir que vous me donnez la parole, parce que ça fait longtemps que je voulais quand même placer un mot. En fait, pour moi, il n'est pas du tout question de légitimer les fautes des gens par le fait qu'ils veulent aller, que ces gens-là veulent aller aux élections. Ça, c'est clair. Je suis à la tête d'une organisation qui lutte contre l'impunité. Et donc, c'est clair pour nous que toute personne qui commet une faute doit pouvoir répondre de ces fautes-là. Mais alors, toute personne. C'est-à-dire que, à mon sens, autant on a pu trouver des dossiers pour Karim Wade, et son procès apparemment est achevé. Et il n'a pas su démontrer qu'il n'est pas coupable. Donc pour lui, ça ne me pose aucun problème. Sauf que pourquoi il n'a pas pu rester dans le pays pour épauler quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a des dessous qu'on ne nous a pas dévoilés. Ensuite, par contre, pour Sall, le dossier n'est pas clos. Et il n'a jamais accepté qu'il ait commis ce qu'on lui reproche. Et donc, il y a un problème. Et il faudrait encore également se retourner contre les procès qui se font dans nos pays. Est-ce que ce n'est pas souvent des procès biaisés? Est-ce que ce n'est pas souvent des condamnations politiques qu'on déguise pour envoyer les gens en prison? Est-ce que ces présidents-là qui laissent faire sous la couverture du fait qu'on laisse le droit au droit, est-ce que ce n'est pas eux qui derrière tirent sur les ficelles? C'est d'ailleurs ces réflexions-là qui ont amené, si vous permettez que je fasse la parenthèse, que quand nous avions eu l'occasion, lors de l'atelier du H-Kroon au Togo, sur les réformes institutionnelles,
nous avons souhaité que ce serait très bien d'imiter le système ghanéen qui, au niveau de la justice, ont un système qui permet d'avoir un chief of justice, quelqu'un qui soit complètement indépendant du pouvoir et qui puisse permettre de conduire la justice de façon impartiale. Et moi, j'ai toujours eu cette inquiétude-là sur la partialité de nos juridictions lorsqu'il y a des hommes politiques en jeu. Attention, il y a quand même à relever qu'il y a des gens qui veulent déguiser leur délit de droit commun sous la couverture de leur casquette politique. Je suis, par exemple, je prends un exemple, c'est pas moi, quelqu'un qui commet une faute et puis il dit non, moi je suis de l'ANC, je suis de tel autre parti politique, je suis de l'UFC, je suis de... Et donc, comme je suis de ça, ce qu'on me fait comme procès, c'est plutôt un procès politique. Il y a ce danger-là, c'est vrai. Et donc, on doit arriver, nos juges doivent arriver à nous montrer clairement qu'au fond, le procès est mené sur le droit, rien que sur le droit et avec le droit, et non des accointances avec les politiques qui leur font prendre des décisions. Comment cette démonstration-là est possible? C'est possible d'avoir... C'est possible si d'abord on respecte l'accès équitable à la justice. Ensuite, ça se ferait voir à travers les décisions qui sont rendues. Prenez par exemple une situation où on a arrêté des manifestants et que ces manifestants-là ont été jugés sans que leurs avocats ne soient appelés. Vous ne pourrez jamais convaincre un juriste que ce procès-là a été équitable. Et donc, c'est ces petites choses-là... Les commis d'office, non? Ou il y en a pas? Non, en fait, il y en a qui ont eu des avocats, mais les avocats n'ont pas été appelés. Donc, c'est un procès en catimini, et ça, ce n'est acceptable nulle part. Donc, pour conclure, je crois que les pays africains gagneraient à avoir une justice vraiment libérée de la pression politique. Donc, du coup, si les juges ont leur liberté, ont leur souveraineté, et qu'ils font le travail de façon collégiale et en bonne et due forme, ça va attirer d'abord les investisseurs. Et ça permet également, aussi bien aux politiques qu'aux non-politiques, de savoir la marge de manœuvre qu'ils ont. Et donc, du coup, je crois que nous aurons des élections avec des candidatures qui seront véritablement de bonnes candidatures, et nos problèmes seraient réglés en partie. Monsieur Michemé. Alors, quand on essaie de voir un peu la sortie de l'ancien président sénégalais Wade, qui demande aux gens de brûler les bulletins de vote, les urnes, ça et là, est-ce que ça ne pose pas en réalité un problème de démocratie dans ces pays-là, surtout le Sénégal qu'on connaît, de ne pas le passer comme une référence dans la sous-région ouest-africaine? Ça, non seulement me pose un problème en termes démocratiques, mais je suis intellectuellement choqué. Choqué parce que cela ne vient pas de l'homme de la rue. Cela vient d'un homme qui a lutté pour la démocratie en Afrique, qui a payé de sa liberté et qui est devenu président de la République. Wade était l'ancien président de la République sénégalaise. Comment est-ce qu'un ancien président soit-il? Il est président. Vient appeler ses compatriotes à aller brûler les bureaux de vote, les urnes et autres. Non, enfin, je n'ose pas utiliser le mot, mais je vous le dis, c'est irresponsable. Voilà. C'est de l'irresponsabilité. Et heureusement que la diplomatie de sourdine, dessous la table, a bien fonctionné, on l'a calmé et il est revenu en de meilleurs sentiments en disant « Nous n'allons rien brûler ». Le même Wade. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on estime que le pouvoir appartient ou doit appartenir à un clan ou à une famille ou à un homme? Le même problème s'est posé au Togo. Même il se pose encore. Qui sont les nouvelles têtes politiques que vous avez au Togo?
Non, vous avez au-dessus les deux enfants des deux anciens chefs d'État. Même si Guil est aujourd'hui fatigué, qu'il doit passer la main, il le sait lui-même, mais il est toujours présent. Comme le dit quelqu'un, l'enfant d'un boss est un boss. Non. Souffrez à ce que... Non. Non. Comme on dit aussi dans nos cultures, c'est-à-dire que le prince n'est pas le roi. Mais c'est un roi en devenir quand même. C'est un roi en devenir, mais il n'est pas dans le présent. Dans le présent, c'est son père ou sa mère. Ok. Alors, Monsieur Maoulé, si on voit un peu cette déclaration, on essaie d'analyser de l'ancien président sénégalais Wade, il y a de quoi se poser certaines questions. Vous qui êtes bien sûr du domaine de droit, de la démocratie, on dit brûler les bulletins de vote, casser les choses pour une déclaration qui vient d'un ancien président. Ça choque quand même, non? Moi, ça ne me choque pas outre mesure. Ah bon? C'est le droit qui est en train d'être dit à ce niveau. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un comportement. Moi, je ne suis pas un politique, je peux le dire. C'est un comportement irresponsable. Oui. Très clairement, je le dis. Mais ça ne m'étonne pas parce que, tout simplement, il y a une catégorie de cette population-là, africaine, qui n'a pas la culture de la démocratie dans sa nature, mais qui l'a comme culture. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas vécu toute leur vie dans une culture démocratique pour avoir intériorisé, pour s'intérioriser complètement les dogmes démocratiques. C'est des gens qui ont, à un moment donné, défendu la démocratie juste pour avoir accès au pouvoir. Et donc, ils défendent, soit parce que c'est de mode, ils défendent, soit parce que ça les arrange pour une posture politique, ou ils le font juste parce qu'ils ont eu l'occasion de le faire. Et donc, au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas cette volonté, cet amour-là pour ce qui est la justice, cet amour pour ce qui est la liberté, cet amour pour la primauté du droit. Et donc, du coup, selon la posture qu'ils prennent à un moment donné, ils ont des comportements ou ils ont des déclarations qui sont complètement contraires à la démocratie. Je ne peux pas oser citer, mais il y a des présidents encore en poste actuellement. Et quand vous les entendez parler dans des endroits bien précis, vous êtes choqués. Vous êtes choqués tout simplement parce que cette personne-là, avant de devenir président, était lui-même quelqu'un qui était dans la bataille démocratique. Je donnerai quand même, par contre, le nom d'Alpha Condé. Alpha Condé, on sait comment il a milité pour les droits de l'homme, tout ça là, avant de devenir président. Mais aujourd'hui, il est de ceux qui tentent de manipuler la Constitution pour rester à vie. Ou en tout cas pour avoir encore un mandat au-delà du mandat permis. Que nous dirons le président béninois Talon qui aussi... C'est également un problème. Même si lui aussi il a dit qu'il faut... Même si lui, il voulait qu'on réduise le mandat à un mandat, éligible une seule fois et puis c'est fini. Je ne comprends pas cette volonté. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que c'est le pouvoir qui corrompt, c'est le pouvoir qui fait changer de mentalité. Mais si au fond des gens... Vous prenez le petit Européen, je prends le petit Suisse, à qui depuis son enfance, depuis qu'il a été à l'école, on lui dit la chose publique doit être conservée, doit être entretenue, doit être protégée. Vous ne verrez jamais sortir de sa bouche brûlant. Il ne le dira pas. Exact. Mais le petit Togolais ou le petit Africain... Est-ce qu'on peut faire une démocratie à l'européenne? Non, pas forcément. Nous n'avons pas la même culture. Pas forcément. Façon d'apprécier les choses. Pas forcément. Mais ce qui est acheté avec l'argent de mes parents, je ne peux pas les brûler dans un accès de colère. Voilà. Instinctivement, je dois savoir que cette chose doit être protégée. Et ça, l'Africain a la culture de la démocratie sous une forme africaine. Il y a les sagesses, il y a les proverbes africains qui vous montrent que l'Africain a la démocratie. Seulement comment les contextualiser, comment les améliorer pour que les choses aillent naturellement, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. On a voulu plutôt plaquer ce que l'Européen a fait chez lui, mais on le plaque mal parce qu'on ne l'a pas en nous comme une culture. On ne l'a que comme une chose que nous apprenons et nous voulons appliquer. C'est ça qui fait le problème. Oui, monsieur. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Mais je voulais revenir aussi sur
l'exemple qu'il a donné du Chief of Justice au Ghana. Voilà. Il n'y a pas qu'au niveau de la justice que le Ghana a réglé ce problème. Vous prenez la commission électorale au Ghana. Oui. Vous prenez cette commission-là. Les membres de cette commission, et notamment le président de cette commission, même le président de la République ne peut pas prendre son téléphone et l'appeler pour lui dire, pour lui demander, ne serait-ce qu'un résultat, ou bien comment ça se passe à tel endroit, est-ce que vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Une fois qu'il a été nommé, il a une autonomie totale vis-à-vis du reste de la population. C'est comme ça que le Ghana a résolu ce problème. Et ça marche. Quand vous allez à la CENI ghanéenne, il faut montrer patte blanche pour y entrer. Il faut montrer, c'est pire que ce qui se passe à l'ambassade des États-Unis ici. Vous avez un agent de force de l'ordre qui est là. Vous vous présentez, vous avez rendez-vous, vous dites oui, vous montrez votre rendez-vous. Mais il y avait quand même des protestations juste après les élections qui a... Il peut y en avoir, je vous ai dit il peut y en avoir. Je vous ai dit tout à l'heure que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Oui. Mais avouons et reconnaissons que eux, ils se sont posés les vraies questions auxquelles ils étaient confrontés et ils ont trouvé pour l'heure les réponses idoines. Même le problème de coup d'État au Ghana, ça a été résolu. Coup d'État militaire, ça a été résolu. La Constitution prévoit jusqu'à 7 niveaux de responsabilité. Si un tel qui est président de la République est enlevé par la force, mais il est remplacé tout de suite, prévu par la Constitution, par le vice-président ou je ne sais quoi, ainsi de suite, jusqu'à 7 niveaux. Donc le militaire, pardonnez-moi du peu, ou le soldat qui vient faire un coup d'État militaire, il sait qu'en le faisant, il ne prendra pas le pouvoir. Soit il le fait, il le prend, et c'est au vu et au su de tout le monde, et personne, il n'intéressera personne sur l'échiquier international, ou bien il se résout à ne pas le faire. Mais aujourd'hui, au Togo, nous n'avons pas tout à fait résolu la question. C'est une marche, en fait. Pardon? C'est une marche, le Togo est en train de faire. Je conviens. On n'est pas sur le Togo. Oui. Parlons vraiment du Sénégal et puis on va aboutir sur le Nigeria. Oui. Si tu permets juste que... c'est vrai que c'est une marche. Mais nous n'allons pas dire au Togo ou au Sénégal ou au Nigeria que c'est maintenant que nous allons réinventer ce qui existe ailleurs et qui marche. Les téléphones portables, on les achète de l'Europe et on les utilise, point. Il y a des choses qu'on peut copier, il y a des choses qu'on peut contextualiser. Mais les bonnes pratiques, il faut toujours voir comment les prendre et les améliorer. Aujourd'hui, c'est clair qu'il faut les consultations électorales pour asseoir un président qui soit légitime. Pas simplement légal, mais légitime. Mais parce que le problème de la légitimité, elle est profonde. Si vous avez un président légal qui n'est pas légitime, la population n'adhère pas à son programme. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, il y a toujours une défiance de la population. Et ça, ce n'est pas bon pour le fonctionnement du pays. Si Macky Sall, aujourd'hui, n'a pas la légitimité, si Buhari n'a pas la légitimité, mais ils ont quand même la légalité. Ouais. Ils sont les chefs d'État. Mais ils vont gouverner comment? Et c'est ça, c'est tout l'enjeu. C'est pour ça que nous devons dire que, je disais tout à l'heure, il faut offrir à nos populations africaines les leaders qu'eux-mêmes ils veulent choisir, la légitimité de la chose. Mais de que nous dirons que ces leaders-là, que ces pays-là ont aujourd'hui, c'est qu'ils le méritent en fait. Non, c'est des phrases que les gens utilisent, tout simplement pour montrer qu'au moment où, à des moments bien précis, où la population doit prendre... entre guillemets, sa responsabilité, et elle ne le fait pas, elle ne la fait pas et elle laisse les gens diriger à leur guise et la population ne réagit pas. Mais c'est trop facile de demander à la population de réagir, parce que quand vous demandez à la population de réagir, vous amenez la population dans le chaos. Quand toute une masse commence par faire une démarche, il n'y a pas de raison dans la démarche, parce que tout le monde va un peu dans son sens, dans son intérêt. Il faudrait forcément qu'il y ait des leaders charismatiques qui prennent à leur compte ce que veut la population pour canaliser cela.
Maintenant, il faut que ces leaders-là ne trahissent pas les pensées de la population. Et c'est ce que nous voulons de nos chefs d'État actuellement. Alors, quand on écoute un peu Idrissa Seck, juste après l'annonce des résultats, on peut quand même dire qu'il a accepté le verdict des urnes, non, M. Missiamé? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a accepté. Qu'il ait accepté le verdict des urnes, je ne saurais le dire. Ce qui est certain, il a dit qu'il prenait acte, il a dit quelque chose en substance, qui prenait acte, ils ne sont pas d'accord parce que ça ne correspond pas à la vérité des urnes pour eux, mais qu'ils n'introduisent pas de recours. Alors, cela veut dire que... Il a accepté? Mais si oui, on peut dire qu'il a... Non, c'est pas une acceptation en tant que telle. C'est pas une acceptation en tant que telle. Il dit... Voilà, quelqu'un qui pense avoir attrapé un voleur. Il lui dit, j'ai vu ce que tu as fait. Mais bon, vas-y. En matière d'élection, c'est la personne est venue. Facile, hein? Pardon? En matière d'élection, c'est pas aussi facile. En matière d'élection, c'est à plusieurs niveaux. Oui. Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, vous devez observer le processus électoral depuis le début. Parce qu'il y a plusieurs étapes où des petits jeux peuvent se faire jusqu'au jour du scrutin. Ensuite, le dépouillement. Ce n'est pas seulement le jour du scrutin, après la fermeture des bureaux de vote, aller voir au dépouillement si les voix sont bien comptées. Non, ce n'est pas ça le processus électoral. Le processus électoral commence bien longtemps avant. Même avec vous, les communicateurs, les journalistes. On vous observe aussi parce que vous pouvez influer sur le sens des votes à travers votre art. D'accord? Donc, après avoir fait tout cela, on peut être amené à dire si le processus a été conforme aux attentes ou pas. Et si les résultats prononcés ont été conformes à ce qui s'est passé. Je présume que pour l'opposition sénégalaise, c'est ce qui a dû se passer, puisque eux-mêmes ils étaient sur place, ils ont participé à la chose, ils ont pu voir ce qui s'est passé ici et là. Maintenant, là où moi je suis un peu gêné, c'est que le Sénégal, qu'on le veuille ou non, a une longueur d'avance sur nous. Et ils ont toujours travaillé dans une certaine sérénité. La preuve est que le vote en lui-même s'est passé en toute sérénité, le jour du vote. Au décompte, on nous dit « Ah, il y a eu tricherie ». Mais on considère qu'il y a eu tricherie ou on constate qu'il y a tricherie, mais nous ne disons rien, nous le laissons continuer le chemin. Voilà à peu près schématiquement ce que je trouve à dire sur ce qui s'est passé au Sénégal. Alors, Spiro, vous dites, vous êtes un homme de droit, et quand on dit qu'on ne reconnaît pas l'autre qui a gagné, on n'est pas en mesure de faire des recours, ce n'est pas pour vous une façon d'accepter les verdicts des urnes? Le résultat, c'est ça. Parce que, théoriquement, si vous n'êtes pas d'accord, il y a les recours qui existent, et les recours, c'est les recours en justice. Mais, et c'est là où je continue pas à m'inquiéter sur le sort des sociétés africaines. Si le gars, il sait que, quel que soit les recours qu'il fera, que la justice n'est pas impartiale, que la justice ne lui donnerait pas raison, il préfère se dire, d'ailleurs, je laisse tomber, c'est plus simple pour moi. On a déjà vu ces cas-là ailleurs. Mais l'autre possibilité aussi, c'est que peut-être qu'il n'a pas les preuves matérielles pour démontrer qu'il a été triché. Parce que ne sachant pas qu'on pouvait utiliser telle fraude. Vous savez, par exemple, si le problème c'est au niveau des éléments informatiques, il peut se rendre compte que, bon, il y a quelque chose qui s'est passé, mais il n'a pas les moyens matériels pour prouver. Il dit, je me tais, c'est tout. Troisième chose, et ça c'est, je ne sais pas, c'est peut-être Yves qui doit le savoir, et il y a les alliances politiques qui se font parfois
Peut-être qu'ils se sont appelés, qu'on lui a dit, bon, écoute, tais-toi, laisse gérer comme ça, et puis après, on va te... Ou alors, on va te positionner, ou alors, on te garantit que la prochaine fois, tu es président. Et il y a toujours, moi, je les appelle les sales jeux politiques, il y a toujours ces coups bas en politique qui, je dis, ne traduisent pas la volonté des populations. Les populations ne veulent pas que vous fassiez des alliances hors normes pour régler les choses. Les populations veulent que quand nous avons choisi telle personne, que ce soit cette personne-là qui puisse devenir le chef de l'État pour nous. C'est tout. Donc, le fait pour celle de ne rien dire, ça peut avoir plusieurs significations, mais ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas d'accord avec les résultats et il l'a exprimé. On va s'intéresser maintenant au Nigeria et pour apprécier un peu le déroulé de cette élection-là. Quand on sait, avant les élections au Nigeria, il y avait une tension qui ne disait pas son nom. On a vu des gens qui ont été sautés par ici, une nièce qui a été placée par après, voilà. Est-ce qu'on peut quand même pas donner, on ne peut pas quand même donner la raison à Atiku Abubakar de dire que non, mais bon, voilà, cette élection-là, c'est normalement moi qui gagne, puisque la plupart des chiffres qui ont été avancés, qui ont mis Buhari en première place, c'est au nord du pays, au centre. Quand on sait qu'au nord du pays, c'est tout un désert, il y a Boko Haram qui frappe, tout le temps et au centre également, est-ce qu'on ne peut pas quand même douter un peu de la fiabilité des résultats à ce niveau-là? Je ne sais pas s'il faille dire que tout est désert. Le Nigeria est un pays de 120 ou 130 millions d'habitants. 190 millions. 190 millions. Voyez-vous, je suis loin. Je vous donne les chiffres des années 75-80. 190 millions. Ce n'est pas désert. Même avec Boko Haram, les endroits où frappe Boko Haram ne se désertent pas comme ça. Les gens y vivent. Retenez bien ceci, que même en temps de guerre, pour ne pas dire c'est plutôt en temps de guerre que les gens font des affaires. C'est paradoxal, mais c'est une réalité. Donc je ne crois pas que les gens soient partis complètement vider les lieux et qu'il n'y a personne, parce que ce que vous dites, ou les tenants... La forte densité, c'est vers le sud. Je conviens, mais ce que vous dites peut laisser entendre ou comprendre par certains qu'en fait, on est allé prendre les morts au cimetière pour venir communiquer un résultat. J'exagère un peu, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je ne le pense pas. Je n'ai aucun élément pour apprécier réellement l'effectivité des résultats. D'accord? Je constate simplement que les résultats qui ont été publiés ont été conservés comme tels et que M. Buhari, le général Buhari, a été élu contre M. Atiku Abubakar. Maintenant, il reviendrait à Atiku Abubakar d'introduire les recours nécessaires pour se faire valider ou infirmer. Cela n'est pas encore fait. Je ne peux pas tout de suite lever un voile sur les soupçons éventuels qu'on puisse avoir. Attendons pour voir comment les choses vont évoluer. D'autre part, je crois savoir aussi que l'écart entre les deux est si consistant que, bon, même s'il a triché, s'il a volé, c'est compliqué de le rapprocher complètement. Hein? Donc, il faut prendre les choses sur des pincettes, avec des pincettes, et surtout les voir avec tact dans ces situations-là. Parce que peu de choses que vous allez avancer, si vous ne mesurez pas vos propos, vous risquez de mettre le feu sans vous rendre compte. Alors, Spero, on sait que le Nigeria est l'un des pays les plus corrompus. Et selon certaines
informations que le président de l'INEC, enfin la commission qui s'occupe des élections, a été corrompu par moment. C'est pourquoi on a repoussé l'élection d'une semaine afin de lui donner le temps de réajuster certaines choses. Est-ce qu'on n'est pas aussi tenté de voir aussi sous cet angle-là les chiffres avancés ça et là en matière de la proclamation, ce qui s'est passé la fois dernière au Nigeria? Bon, laissons plutôt le temps au candidat malheureux pour préparer son dossier et carrément faire les recours. Et normalement, dans les recours qu'il va faire, il doit situer là où il pense qu'il y a eu les fraudes. Et donc, en ce moment-là, n'oublions pas qu'il a été vice-président. Et que donc, il connaît un peu, pas un peu, il connaît sérieusement le mécanisme qui se fait. Le rouage. Et donc, je crois que ce n'est pour rien qu'il dit que lui va faire quand même les recours. Il a dit, il n'a pas encore fait. Je suppose que s'il a dit, mais qu'il se rend compte que s'il le fait, ça ne va pas marcher, probablement il va se retirer au dernier moment, il ne va pas le faire. Mais dans tous les cas, c'est à lui de nous dire en quoi il pense qu'il y a eu fraude. Le système nigérian, qui n'est pas tellement très différent du système ghanéen, parce que étant un pays anglophone comme le Ghana, donne au moins la possibilité de croire que la Cour suprême peut encore dire le droit. Et donc, alors, possible. Oui, la Cour suprême peut dire le droit. On l'a vu au Kenya, qui est également un truc anglophone, oui. Et donc, ce qu'on n'a pas forcément dans les pays francophones. C'est pour ça que peut-être que... Quand on sait que les élections coûtent des milliards, est-ce que... Oui, mais on n'est pas obligé de tout annuler. On peut annuler une partie zone, et puis voir comment refaire le reste. Au Kenya, on a annulé, mais ils ont pu continuer après. Vous savez, c'est vrai que ça coûte de l'argent de faire des élections, mais ça coûte beaucoup plus d'argent de mettre sur pied un gouvernement illégitime qui ne peut pas gouverner. Parce que dans ce cas-là, les choses n'avancent pas du tout. Et donc, s'il faut passer par une autre élection pour que les choses se positionnent correctement, je pense que c'est moins payé que de laisser un président illégitime là-bas. Bon, enfin, je crois quand même que sur le déroulé, il est temps que les pays africains fassent les choses de façon ostensible, de façon transparente, pour que chacun n'ait plus de doute sur ce que fait l'autre. Parce que si même à un moment donné, la commission électorale avait dû expliquer les choses correctement sur cette difficulté, sur leurs besoins, avant de dire je fais un report, personne ne trouverait ça négativement. Mais le fait de faire des choses en catimini et après d'un coup de sortir les propos pour dire on reporte, ça fait toujours craindre qu'il y a tentative de fraude. Et si on veut que les choses avancent, créons des institutions qui soient relativement plus fortes que les hommes. Et de sorte que, par exemple, si on a dit qu'à 2 mois des élections, on ne peut pas changer quelqu'un qui est à la tête de la Cour suprême, on ne peut pas faire ceci, etc. Ça donne une stabilité aux institutions et donc, du coup, tout le monde a confiance dans ce qu'on fait. Malheureusement, quand on va aux élections et que les candidats n'ont pas confiance en celui qui organise les élections, c'est tout à fait normal qu'on aurait toujours de la violence. C'est tout à fait normal qu'il y aurait toujours beaucoup de contestations des résultats. Et ça ne montre pas notre maturité politique. Et c'est dommage. Alors, monsieur Messier, mais quelles leçons retenir pour marquer la pause? Quelles leçons retenir de ces 2 élections-là? La leçon à retenir pour moi, je l'ai dit tantôt, globalement, je dis bien, je retiens du positif. Même s'il y a des écueils, même s'il y a des manquements ou même s'il y a des petites tentatives ici et là, la paix civile dans les 2 cas est maintenue, est conservée. 2, les candidats en cause ne bougent quasiment pas. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils ont tort. Mais comme il a dit tout à l'heure, on peut ne pas avoir tort, mais se dire, je n'ai pas tous les éléments pour prouver quoi que ce soit, donc je me garde d'en parler. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous allez voir que l'activité au Nigeria va redémarrer sans qu'il y ait de grabuge.
Au Sénégal aussi, je pense, c'est ce qui se passera. On va devoir marquer la pause. L'info, on se retrouve juste derrière pour parler du Vatican et puis revenir au Togo pour évoquer l'actualité politique dans le pays.